Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, après la soirée marathonienne d'hier, et durant laquelle on a appris beaucoup de choses, on a pu débattre, on a pu échanger, en espérant que tout ce qui a été discuté et débattu hier donne lieu à des recommandations qui seront reprises par vos instances et aller défendre le métier de préparateur en pharmacie. Aujourd'hui, donc j'ai été invité à modérer une table ronde assez intéressante qui va parler du conseil en officine. On l'appelle également la médication officinale parce qu'en plus de l'apport du pharmacien et de son équipe dans l'exécution des ordonnances et des autres tâches classiques, il y a un rôle qui est très important, à savoir le conseil. Ce conseil n'est pas le fruit du hasard. Si aujourd'hui le pharmacien, la loi donne au pharmacien la possibilité de conseiller certains médicaments, c'est en quelque sorte c'est une reconnaissance de ses compétences en la matière, mais ces conseils ne sont pas illimités. Ces conseils, d'abord, ils doivent être de qualité. Aujourd'hui, fini le temps où on peut faire n'importe quoi, n'importe quand, parce que le malade ou le consommateur de médication, entre guillemets, est devenu très exigeant et il le deviendra encore davantage. Donc la qualité est primordiale. La responsabilité y est également très importante. On ne peut pas faire du n'importe quoi aujourd'hui. Il faut d'ailleurs, la dernière partie, ce sont les limites. Aujourd'hui, il faut connaître ses limites. Le conseil, c'est bon. Et comme je vous ai dit hier, donc tout d'abord, il ne faut pas faire de mal. D'abord, il faut être sûr que ce que nous allons donner est bon et qui ne va pas nuire aux malades et qui respecte autant que possible la législation en vigueur. Alors, pour traiter ces thématiques aujourd'hui, nous avons d'éminents orateurs, notamment mon ami Hargil Abdallah, qui est que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps à Alger. On a travaillé ensemble, donc on a eu des présentations. On a en quelque sorte, et surtout lui, il a brillamment représenté et la région et le Maroc en Algérie, et il mérite rien que pour ça des applaudissements. Alors, M. Abdallah Hargil, il a aussi une autre spécificité, c'est qu'il est très attaché à la qualité et donc il a entrepris toute une démarche pour auditer son laboratoire. Donc c'est un auditeur de qualité et son laboratoire, Inch'Allah, sera le premier laboratoire. Il est déjà, mais le et je pense que c'est important qu'un laboratoire d'Agadir soit le premier accrédité à l'échelle nationale. Et même, pour rien vous cacher, même en comparant par rapport aux pays voisins, alhamdoulilah, cette accréditation donne beaucoup d'avance aux biologistes marocains par rapport, par exemple, à l'Algérie et à la Tunisie. Son labo a été accrédité par la CEMAC. Maroc, de biologie médicale. Moi, je connais. Voilà, il va bien expliquer parce que sincèrement, je me perds. Et donc, je rappelle, donc c'est le premier laboratoire accrédité aux normes NM ISO 15189 au Maroc. Voilà. Donc, je vais lui donner la parole. Et ensuite, nous avons notre ami, Monsieur Dr Maoud, qui est déjà venu hier, qui a traité une partie. C'est un spécialiste en législation et en droit pharmaceutique. Il a un doctorat en droit. Il est également pharmacien d'officine à Rabat et il a une expérience assez intéressante. Il a fait partie du Conseil de l'Ordre. Il travaille dans pas mal d'associations et il connaît donc parfaitement bien le secteur et particulièrement donc le côté législation et droit. Nous avons également avec nous le plus jeune de l'équipe, je pense, notre ami Salah Eddine Haddo, qui est pharmacien d'officine. Je pense qu'il a fait un passage à Safi avant et actuellement, donc je pense que vous le connaissez tous, il n'a pas besoin d'être présenté et c'est lui qui a modéré la table ronde d'hier. Donc, il est spécialiste en nutrithérapie, en homéopathie, et je pense qu'il travaille d'autres choses parce qu'il est très dynamique et très actif. Donc, je vais
pas tarder, donc je vais passer la parole tout de suite à mon ami Sihargil qui va nous parler de la qualité. Voilà, il a 25 minutes. Bon. Merci, Sidraji. Donc, pour ma part, je peux vous dire que je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. Et qui plus est présenté par un homme de communication, un homme qui porte la bonne parole partout, j'allais dire au-delà des frontières, c'est un grand honneur. Alors merci Sidraji de nous honorer de ta présence et à travers tout ce que tu fais comme formation continue et continuellement, parce que je crois que s'il y a quelqu'un qui porte et qui tient à cœur la formation continue du secteur pharmaceutique, qui est bien au-delà de le secteur médical, c'est bien à toi qu'on doit honorer et tu es le premier défenseur donc, de la qualité des conseils dans notre secteur. إذن أنا بدوري كنشكر المنظمين ديال هذه التظاهرة وبغيت نقول لكم بأنه هاد الوفاة ديالكم وهاد الاستمرارية ديالكم في هذا التنظيم وهذا التنظيم اللي عنده واحد المستوى كبير في هاد الأيام ديالكم الدراسية اللي كتنظموها كل عام، كتعطيونا واحد الدرس كبير كمهنيين وكمشغلين، لأن المهنة ديالنا كتمر في ظروف صعبة، وماشي كل المشغلين ولا كل الصيادلة عندهم الإلمام بهاد كنابيل لي زونجو الإشكالية ديال المهنة. وما يمكن غير نكونوا فخورين باش يكون عندنا مساعدين بحالكم اللي عندهم واحد الغيرة على هاد المهنة، وكنشكركم بزاف على هاد الجدية باش كتاخذوا الدور ديالكم في الميدان. دونك غادي ندويو على الجودة، ومن واحد المنظور عام، عاد نمشيو من بعد للسيكتور ديال الفارماسي، ويسيا دو ميلونجي العربية والفرنساوية. اللي مهم هو ماشي باش نديو الفرنساوية ولا نديو العربية، اللي كيهمنا هو نخرجوا منها بواحد المعنى وبواحد الفكرة وبواحد شي حاجة اللي غادي تفيدنا في العمل ديالنا اليومي. Donc, on ne va pas s'écouter parler. On va plutôt dire des choses pratiques, concrètes, utiles dans l'exercice quotidien. Donc, conseil en officine, la qualité. Donc, le plan, c'est une notion fondamentale. C'est, pour que vous puissiez voir, peut-être descendre en bas. Vous arrivez à voir là? Vaut mieux. Hein? Oui. Donc notion fondamentale. Donc on va parler un petit peu on va définir cette qualité, à quoi elle sert. Les modes et les mécanismes de reconnaissance de la qualité. La qualité ماشي غير كديرها خصك يكون الاعتراف بها او عندها الميكانيزمات ديالها. غادي ندويو على الجودة في l'officine. La mise en pratique dans une pharmacie, donc كيفاش غادي يمكن نانستاليو هاد الجودة في l'officine, et puis on va conclure sur quelques éléments. C'est parti. Donc la qualité, la qualité ماشي غير bon إلا طرحت لكم واحد السؤال دابا نقول لكم
شي واحد حل بيسري مثلا ولا n'importe quoi, un commerce, à votre avis, qu'est-ce qu'il lui faut pour que ça marche? Comme ça. Allez, qu'est-ce que peut me répondre? Qu'est-ce qu'il faut à une épicerie ou un commerce, un service pour que ça marche? Un bon emplacement du local. C'est... Pardon? La qualité, une bonne vitrine, qualité de service, bonne équipe. Là, la présentation, donc comme la vitrine. Étude du marché. La disponibilité des produits. Un bon conseil. Donc la communication. La communication aussi. Là? Ah, la réponse aux besoins des clients, d'accord. Le sourire, la communication. Bien présentable. La flexibilité. Donc, compétences du personnel. Les esprit professionnel. Esprit d'équipe. Bon, vous avez tout dit. Malika? Autorisation, il faut une autorisation. D'accord. Là, le profil. Le produit. El-Hajj. Que dis-tu de ça, toi? Il écoute. Très bien. Bon, donc en gros, on va dire que il y a des gens qui touchent effectivement à l'élément fondamental. D'autres, ils vont beaucoup plus loin que ça. En fait, bon, la raison d'exister d'abord d'un service ou d'un commerce, c'est le client. S'il n'y a pas de client, on a beau être sur le plus beau boulevard d'Agadir, s'il n'y a pas de client, on n'a aucune raison d'ouvrir. Vous êtes bien d'accord avec moi? On peut avoir un bon local, une belle vitrine, on peut avoir tout ça, mais si on n'a pas de client, ça ne marchera pas. Donc la raison d'être fondamentale, c'est le client. Et le client, évidemment, si le client est là, c'est qu'on doit faire en sorte de répondre à ses besoins. Alors, tout le monde veut répondre aux besoins des clients. Et maintenant, si on prend les pharmacies, n'importe quelle pharmacie 300 mètres plus loin, et il te dit, moi je suis là aussi pour répondre aux clients. Mais seulement, c'est quoi la différence d'une pharmacie à l'autre? Pourquoi les gens ils vont aller vers telle pharmacie, pas l'autre? Ce n'est pas uniquement une histoire de proximité. C'est parce qu'on les a écoutés, c'est parce qu'on tient compte de leur désir, c'est parce qu'ils se sentent en confiance. Donc il y a un certain nombre d'éléments. Donc la notion de qualité est intimement liée à la présence des clients qui lui-même conditionne l'existence de n'importe quelle affaire qu'on voudrait exploiter. Donc la qualité, donc bon, évidemment, si on demande, si on fait ce qu'on appelle un micro-trottoir, on demande aux gens à l'extérieur qu'est-ce que c'est la qualité, ils vont dire c'est bien faire. Alors quand même bien faire, c'est vague. C'est pour cela que les organisations internationales se sont mis d'accord sur une définition pour dire que la qualité d'un produit ou d'un service et l'aptitude d'une entreprise, quel que soit son secteur d'activité, si on prend le nôtre, c'est la pharmacie, à répondre aux exigences explicites et implicites des clients. C'est explicite, c'est-à-dire ce qu'il veut lui, et implicite, c'est ce qu'il attend sans pouvoir le dire. يمكن كيبغي شي حاجه ولكن ما قدرش يعبر عليها ولكن كيقدر يقول لك انا بغيت مثلا الدواء اللي غادي يداوي لي الراس ولكن امبليسيتمون قال لك اعطيني الدواء اللي ما غاديش يضر بيا الدواء اللي عنده une date de péremption valide donc واحد العدد ديال مثلا لو بري faut pas lui vendre forcément quelque chose de plus cher. Donc pour les pharmacies, c'est l'adéquation entre les moyens mis en œuvre et les informations entendues, le conseil. Donc ماشي غير غادي نمد ليه الباكيه خصني
هذيك لا بواط ديال الميديكامون اللي غنعطيه il faut qu'il soit accompagné de quelque chose. خصني واحد القيمه المضافه، وهذيك القيمه المضافه علاش كيتخلص الفورماسيون ماشي الناس اللي s'il n'y a pas d'information, il n'y a pas quelque chose à donner مع هذيك لا بواط. N'importe qui peut vendre le médicament finalement. Donc si le législateur a donné une marge aux pharmaciens qu'on appellerait les honoraires, c'est parce que il doit يعطي واحد القيمه المضافه, une valeur ajoutée à cette dispensation qui est donc l'information ou le conseil si vous voulez. Alors, les dangers de la non-qualité peuvent être considérables, mauvaise image de la pharmacie, perte des clients, etc. On aura l'occasion de voir tout ça en détail. Alors, l'évolution de la qualité, en fait, c'est l'historique. Là, si on prend que du 19e siècle, bon, ce qui est important ici, c'est de voir que cette histoire de qualité dont on parle beaucoup en ce moment, elle date de très longtemps. Alors, ça date de 1800 à 1917 pour la première heure, c'est des trios de contrôle a posteriori. Mais en réalité, حتى هذوك اللي بلاو الاهرام حمورابي وداك الشيء راه كيقول لك ما بناش الاهرام غير هكاك. دونك يا فين كاليتي هذاك. الا جينا لدين الاسلام رحمه الله من عمل فاتقنا هي هذيك الحاجه. فوالا دونك القضيه ديال الجوده راه في الصميم ديال الايمان، الصميم ديال الحياه ديالنا اليوميه. ولا لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. انت بغيتي مثلا كنت انت اللي مريض مشيتي لشي فارماسي، كيفاش بغيتي الناس يتعاملوا معاك خصك تتعامل معاهم. اذا هذه الجوده هذه راه هي مرسخه في السلوك ديالنا وفي الفطره وفي الدين، وماشي هي وليدات اليوم. دونك الا بغينا نشوفوا l'histoire moderne, donc من 19e siècle, début du 20e, le produit qui arrive à la fin بحال التري دابا ملي شي واحد شي فيرما كيجمع داكشي اللي خارج كيلوحو. دونك سي à la fin de la chaîne. Donc من بعد il y a l'ère de contrôle de qualité, c'est de 1918 et 1960. C'est ce qui est d'ailleurs encore valable dans l'industrie pharmaceutique. On va faire des échantillons par-ci par-là pour voir si tout va bien. Donc on va prendre des échantillons à différentes étapes de la fabrication. C'est ce qu'on appelle le contrôle continu. Mais tout ça, c'est très un de la limite. Alors c'est les Japonais évidemment, après en 1960-80, qui ont fait naître le concept de l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est la prévention. C'est de tout faire pour qu'un problème n'arrive pas. Il faut prévenir. Donc ça ne sert à rien. Maintenant, imaginez avec moi l'industrie pharmaceutique, comment ça marche. On va fabriquer, je sais pas moi, 100 000 boîtes de Lipran. On va dire la chaîne uniquement pour ça. Et à un moment donné, on va prendre les échantillons. Même entre le moment où on a pris l'échantillon pour l'analyser et le moment où on est revenu pour dire attention, il y a un problème, il y a déjà pas mal de produits qui sont partis, qui sont arrivés à fabrication. Alors ces produits, on en fait quoi? On les jette, on les brûle, on les passe au marché noir. Grand point d'interrogation. Donc les Japonais, ils ont dit non, on ne va pas faire comme ça, on va faire la prévention, on va donc faire en sorte qu'on installe tout un certain nombre de choses qui vont faire que le problème n'arrive pas. Et pour ça, on doit bien former le personnel. Et c'est là où la qualité du personnel est arrivée, donc où un personnel efficace et responsable, donc bien formé, bien payé, doit être de mise. L'ère actuelle qui date de 1980, donc hier, c'est la notion de la certification. Vous savez que la mondialisation, les frontières commerciales, les douanes, pour dire que tout le monde doit commercer, les produits doivent passer à travers les frontières. Donc, les frontières sanitaires. Est-ce que le produit répond à une certaine qualité? Donc, si on prend par exemple avec nos voisins algériens, avec ces histoires politiques, même si les frontières sont fermées, nous avons le droit d'aller vendre chez eux. Et on vend les produits chez eux.
Donc, il n'y a plus l'histoire de la douane, mais il y a les barrières sanitaires. Et c'est pour cela que l'Organisation mondiale du commerce donc, a imposé ce qu'on appelle les normes ISO pour standardiser, pour qu'on puisse arriver à parler le même langage. Si on est certifié, ça veut dire que notre produit répond à des normes de sécurité et de qualité. Alors, pourquoi la qualité? Donc, on va y revenir. Donc, c'est le risque de l'insatisfaction du patient client dans le cas de la pharmacie. Il faut savoir qu'un client... Donc ça, c'est des statistiques, des sondages qui ont été faits. Donc ce n'est pas des chiffres comme ça. Donc c'est des études qui donnent ça. Un client satisfait, on parle à 4 personnes. Donc il y a la pharmacie, on donne des bons conseils, etc. Mais un client non satisfait, il en parle à 10 ou à 12. Donc vous risquez de perdre plus que si vous faisiez la qualité. C'est plus facile de perdre que de gagner. 10% des clients mécontents le font savoir à la pharmacie. Donc, heureux avec le client, on leur a dit, il y a quelque chose qui ne va pas pour le corriger. Mais il y en a beaucoup qui ne disent rien. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? 90%, il va changer de pharmacie, mais il dit quoi? Alors, ça fait, tu ne sais même pas ce qui ne va pas. Donc, c'est des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Donc, l'intérêt de la qualité, c'est justement qu'il met de l'ordre dans une organisation. Donc, classiquement, c'est une organisation. Alors, tout le monde va dans le même cours. Chacun fait à sa tête. Mais quand on installe la qualité, il y a un leader qui est, par exemple, le pharmacien ou le chef de l'entreprise. Tout le monde suit. On a un cap, on a une direction. On fait tous la même chose, on se complète. Et c'est bien ainsi. Pas de stress, un bon travail bien fait. Et c'est ainsi. Alors, la qualité, je vous en ai parlé tout à l'heure pour vous dire que le client, il est satisfait quand on a un produit, un service. Donc, s'il est satisfait, il est fidèle. S'il est fidèle, c'est parce qu'il a des exigences, on l'écoute. Donc, il a beaucoup de tours. Alors, il y a aussi une notion de la qualité perçue, la qualité souhaitée, la qualité désirée, etc. Mais l'essentiel, c'est que le client doit toujours être au centre de notre attention, ou le patient, si vous voulez, dans le cas de la pharmacie. Alors, la qualité, oui, mais on a vu les définitions, mais il faut savoir que la qualité, maintenant, telle qu'elle est instaurée à l'échelle internationale, il a des modes et des mécanismes de reconnaissance. Pour qu'on reconnaisse qu'un produit répond à la qualité ou qu'un produit... Ah oui, d'accord. Il y a des modes. Alors, d'abord, pour vous expliquer les différents niveaux de la qualité. Donc, toute entreprise, c'est là. Alors, chaque secteur, il a sa réglementation. C'est la base. Donc, on ne peut pas ouvrir si on n'a pas une autorisation. Il y a donc des obligations légales. Après, quand on a fait ces obligations légales, donc théoriquement, tout le monde a fait la même chose. Tout le monde a une autorisation maintenant à la pharmacie. Ay pharmacien, il a l'autorisation. Alors, ce qui va faire la différence après, c'est les niveaux de la qualité. Il y a la certification. La certification, c'est toutes ces normes ISO. ISO 9001, il y a la plus connue. Donc, il y en a d'autres, il y a 14001. Chaque secteur a ISO 9001. C'est tel qu'il fait les exigences de la qualité. C'est l'organisation. C'est-à-dire que savoir que l'entreprise a tout mis en œuvre pour faire de la qualité, pour faire ce qui lui est demandé. Donc, il a mis les moyens. Il a mis tous les moyens pour faire la qualité. Après, donc, l'accréditation, on est dans le plus haut niveau de la qualité. Ici, ce n'est pas uniquement qu'on a mis les moyens et qu'on a respecté la réglementation, mais c'est qu'on est reconnu pour la compétence à faire quelque chose. C'est-à-dire, là, il y a une obligation de moyens, il y a une obligation de résultat. C'est généralement les laboratoires qui font que ce soit de l'analyse médicale, les laboratoires de la construction, et le P2E par exemple, le laboratoire public d'essai d'étalonnage, les laboratoires alimentaires. Donc là, ça veut dire que quand les gens rendent un résultat, c'est vraiment ça. Il n'y a pas d'autre. Ils ont fait tout ce qu'il faut.
ils sont compétents dans leur domaine. Donc pour la pharmacie, il n'y a pas encore de normes d'accréditation, mais les normes de certification ISO 9001 existent, tandis que la réglementation évidemment est obligatoire pour tous. Donc, on reprend un petit peu, un petit peu en détail. Donc, la réglementation dans le cadre de l'officine, c'est la loi 1704 qui détermine l'acte pharmaceutique, qui définit aussi les médicaments. Le code de déontologie qui guide le pharmacien dans son activité professionnelle et qui réglemente le code de déontologie avec les rapports avec les autres, que ce soit entre les pharmaciens ou entre les pharmaciens et les patients. Donc l'objectif premier dans tout ça, c'est protéger l'intérêt public, l'intérêt du patient, qui prime toujours sur celui du pharmacien. Donc toute cette réglementation, elle est venue là pour définir واحد الإطار ديال المهنة وباش يحمي المستهلك parce que le médicament est une denrée qui est extrêmement dangereuse, efficace mais dangereuse aussi. Alors, il y a aussi cette histoire de réglementation, j'avais oublié de mettre les guides des bonnes pratiques. Alors, les guides des bonnes pratiques, là, je vous ai pris ce qui se passe en France. Je ne sais pas si Abdelrahim, est-ce qu'il y a des guides de bonnes pratiques? Peut-être, j'ai regardé l'info santé que tu avais édité, le spécial qualité. Il parlait des guides de bonnes pratiques dans la distribution, c'est ça? Mais il n'y a pas encore de guide de bonnes pratiques officinales, malheureusement. D'accord, donc c'est Rahim qui plus vous faites de ces choses-là. Mais en tout cas, je vous ai mis tout ce qui est les guides de bonnes pratiques, ils sont élaborés pour harmoniser les pratiques dans un secteur donné. Dans le secteur pharmaceutique, on prend toujours l'exemple de la France parce que c'est un petit peu notre exemple. On arrive toujours à suivre et en tout cas à s'en inspirer largement quand on veut bien faire. Donc il y a les bonnes pratiques de fabrication, matières premières et usage pharmaceutique, bonnes pratiques de fabrication de médicaments à usage humain, bonnes pratiques de laboratoire industriel, bonnes pratiques de préparation. Donc il peut aussi exister dans l'officine. Bonnes pratiques de distribution en gros, donc c'est ce qu'on parlait. Et puis, les premiers guides de bonnes pratiques dans les pharmacies étant le guide de bonnes pratiques de préparation officinale, qui est donc mis à jour, en tout cas mis en place en 1983 en France. Donc on attend les nôtres évidemment. Alors pour l'instant, ce qui est dans le secteur de la biologie médicale, il y a ce guide de bonnes pratiques GBEA. Là, c'est un arrêté ministériel qui vient compléter la loi sur les laboratoires d'analyse médicale. Il a été donc promulgué en septembre 2010, il est en vigueur actuellement. Alors, ces guides pratiques, par exemple, si on voit les laboratoires d'analyse médicale chez nous, ce sont les inspecteurs qui vérifient que les laboratoires sont en conformité par rapport à ce guide. Il y a ce qu'on appelle les prix de la qualité. Alors, les prix de la qualité, il n'y a pas, c'est Abdelrahim, les prix de la qualité de l'industrie, c'est-à-dire distinguer un laboratoire qui... mais il existe par exemple dans le textile. Je sais que s'il existe sur le textile au Maghreb. Donc c'est que les professionnels de la qualité permettent de distinguer les entreprises ayant consenti des efforts particuliers mératoires pour assurer une qualité irréprochable vis-à-vis de ces entreprises et de leurs clients, récompenses obtenues par candidature de l'entreprise. Donc c'est des secteurs un peu particuliers. Donc je vous en parle comme ça juste pour vous donner tous les référentiels qui reconnaissent la qualité. Alors, on revient à la certification ISO 9001, procédure par laquelle une tierce partie donne l'assurance écrite qu'un produit, un processus, un service est conforme à des exigences spécifiées. Par exemple, les cas de chauffe-eau, si vous l'avez de Zufiat Al-Qaw, ISO 9001, AFAQ, la AFNOR, ou la TUV, etc. Donc, c'est des organismes qui sont aptes à dire que telle entreprise
répondent à le truc. Ils sont conformes à des exigences pour faire tel ou tel travail. Donc, ils ne couvrent pas l'exigence relative, ils ne concernent que l'organisation, c'est-à-dire que les procédures, etc. Ils les appliquent, mais donc ils gèrent bien, personne ne dialogue le fait. Ils n'imposent pas de méthode ni de moyens particuliers. Ils n'évaluent pas directement la qualité ni des résultats. Par exemple, excusez-moi, je vais vous parler à chaque fois de l'analyse médicale parce que c'est mon secteur. Si vous voyez par exemple un laboratoire ISO 9001, ça veut dire qu'il est bien rangé à l'intérieur, il fait tout ce qu'il faut pour manager, mais ça ne veut pas dire qu'il met tous les moyens qu'il faut, mais ça ne juge en rien sur la qualité du résultat. C'est pour cela d'ailleurs il est interdit de mettre ISO 9001 sur un rapport d'analyse médicale, parce que ça ne veut pas dire bien tu as fait ISO 9001 que tu garantis la qualité tu as juste mis les moyens qu'il faut. L'accréditation, alors l'accréditation, il y a plusieurs normes. C'est un exemple 15189 qui est 17025 pour les laboratoires d'essais d'étalonnage. 15189, c'est la norme qui concerne les laboratoires d'analyse médicale. Alors je vous en parle comme ça parce que c'est quand même un secteur qui est très proche de la pharmacie. Donc, procédure par laquelle un organisme faisant autorité supplée un organisme tierce. Cette fois-ci, c'est un organisme faisant autorité. Dans les zones 9001, il peut y avoir plusieurs organismes qui certifient dans un pays. Mais dans l'accréditation, il n'y a qu'un seul organisme. D'accord ? Et qui est en autorité, reconnaît formellement qu'un organisme ou un individu est compétent. D'accord ? Et pour effectuer les tâches spécifiques, pour le laboratoire de biologie médicale par exemple, il garantit une qualité tracée et prouvée. C'est-à-dire, si je dis, je vous ai rendu ce résultat, c'est parce que je peux le prouver. Je peux prouver que ce résultat, c'est réellement ça. Il y a rien, vous ne pouvez pas en obtenir un autre. Là où vous allez dans le monde entier, dans un laboratoire qui est donc accrédité 15189, si on vous donne un gramme ici, ça va être un gramme à Tokyo ou à New York. Ça ne va pas être autrement. Par un audit initial, puis des audits de surveillance, puis un cycle effectué par des pairs, c'est-à-dire que dans la 15189, quand on rentre dans cette norme, donc on est régulièrement, chaque année on est vérifié, tous les 5 ans on vérifie tout. Si jamais vous ne répondez pas, on ferme le là-haut. Donc on ne va pas vous laisser. Dans les zones 9001, bon, bah, c'est tout, on va dire, on n'est plus machin. Donc, tandis qu'ici, c'est carrément la fermeture. L'accréditation est délivrée par un organisme national d'accréditation. Dans le cas du Maroc, c'est le service marocain d'accréditation. La Tunisie, Tunis Accreditation Council, Comité français d'accréditation. Il y a l'Algérie, Jacques, etc. Enfin, chaque pays a un seul organisme qui fait autorité. Et c'est le plus haut donc, degré de la qualité qui existe actuellement. Alors, on revient à l'officine. Alors, pourquoi on va faire une démarche qualité en officine? Puisqu'on a un monopole. On a un monopole, de toute façon, les gens ils n'ont pas le choix que d'aller dans une officine pour prendre les médicaments. Eh bien, si, il y a donc une démarche qualité et qui est bénéfique et qui concerne l'ensemble des acteurs qui tournent autour du médicament. Donc, il y aura les clients qui vont venir prendre, on les a mis en bonne place, puisque je vous ai dit tout à l'heure que sans les clients, une affaire ne vaut rien. Il y a le personnel, puisque sans le personnel, une affaire ne marchera pas. Il y a le local, et il y a le pharmacien, donc l'affaire. Alors, la qualité d'une démarche qualité en officine, c'est des clients satisfaits, c'est des clients fidèles, et c'est des clients qui sont sûrs d'avoir un produit sûr et sur lesquels on a veillé pour qu'ils aient un produit à utiliser dans de bonnes conditions de sécurité. Le personnel, c'est que tout le monde est impliqué. Il n'y a pas un qui travaille et l'autre il surveille. C'est que tout le monde fait pour le bien des clients. Donc, je vous ai montré les flèches qui vont dans le même sens. C'est un management motivant, c'est-à-dire que tout le monde est motivé là-dedans pour travailler.
c'est une relation entre tout le monde, c'est-à-dire que chacun se complète, les gens se complètent entre eux. Donc, il n'y en a pas un qui dit je vais faire mon travail ou là, je vais casser l'autre pour lui causer les problèmes avec son patron. L'officine, la pharmacie en elle-même, il y a un savoir-faire reconnu à cette pharmacie. Il y a des économies qui sont faites parce qu'il n'y aura pas de perte de produits périmés qui traînent ou là, cassés, etc. Il y a une reconnaissance du rôle de cette officine par rapport à ses clients, c'est-à-dire que c'est des gens qui rendent service et qui donnent le bon conseil. Et il y a donc des parts de marché supplémentaires, puisqu'en fait, plus on fait la qualité, plus on fidélise les gens, plus d'autres personnes vont venir. Je vous ai dit tout à l'heure, un client satisfait, on va peut-être en ramener 4. Le pharmacien, il peut dire qu'il peut dormir tranquille en disant que ma pharmacie ou mon affaire tourne très bien et il est serein et il peut s'estimer en bonne compagnie avec son équipe, il est en sécurité. Tandis que... Pardon? 5 minutes. Oh là. Alors, la non-qualité. 2 catégories de frais chiffrables, reprise de produits délivrés par erreur, des périmés, des surstocks ou des erreurs de commande. Non chiffrables, c'est des appels de médecins suite à des erreurs de différence, perte d'un client fidèle suite à un litige, temps consacré au rejet. Donc, augmentation du coût, baisse de la marge. Voici un déroulement général. Donc, je vous ai mis la demande, donc une demande avec l'ordonnance ou une demande orale, le métier dans une pharmacie bien tenue et le bon produit qu'il faut. Alors, évidemment, tout ça, vous allez comme m'accorder 10 minutes. Hein. Exemple de cartographie, parce qu'en fait, réfléchissez avec moi, si le travail à l'intérieur de l'officine, on le divise en 3 grandes catégories. En fait, il y a 3 grandes catégories. Tac. On appelle ça le processus. Alors pourquoi on divise comme ça? C'est parce que c'est plus facile de voir ce qui ne va pas. Donc quand on cherche, quand les problèmes se posent, on peut voir si c'est à ce niveau-là que ça se pose, ici ou à ce niveau-là. C'est comme une maison, le toit, les salons, enfin l'envie, et ça c'est les fondations. Donc le pharmacien, donc il dirige, mais il doit aussi faire remonter toutes les informations. Est-ce que les gens sont satisfaits? Est-ce que tout est fait comme il faut? Donc pour pouvoir améliorer, injecter ça à travers donc la formation de son personnel. Le métier, de grandes choses. Alors on a mis les délivrances des médicaments avec une flèche un peu moins épaisse. Je vous ai mis conseils avec une flèche épaisse, c'est pour vous dire l'intérêt ou le rôle des conseils dans une pharmacie. Alors les moyens pour que ça marche, là, donc il y a une tête. Donc ce métier, pour qu'il marche, il lui faut des moyens. Il faut un bon personnel, il faut des locaux bien tenus, il faut du bon matériel, mais ça peut aller jusqu'à la chaise. Il faut que les gens soient bien installés. C'est des procédures, c'est-à-dire, par exemple, pour faire comment on va passer la commande, qui c'est qui va passer la commande. Donc on doit définir tout, comment on va faire telle ou telle préparation, l'échelle, le stock pour gérer les périmés et pour gérer aussi les stocks pour qu'il n'y ait pas de rupture de produits. Alors, pour mettre tout ça dans une pharmacie pour que ça marche, il y a des points majeurs à maîtriser. Il peut y en avoir plus, mais ceux-là, c'est les points majeurs à mon niveau. Implication et motivation du personnel, maîtrise du système de commentaires, c'est-à-dire on va tout écrire, responsabilité, maîtrise des compétences, c'est-à-dire chacun doit savoir ce qu'il a à faire, et on ne doit pas demander à quelqu'un de faire ce qu'il ne sait pas faire ou de lui demander de faire quelque chose qui ne relève pas de sa responsabilité. Les locaux et le matériel, l'évaluation, c'est-à-dire l'évolution du système de qualité, c'est-à-dire on doit s'informer auprès des clients et on doit étudier tout ce qui ne va pas auprès des clients, faire des enquêtes de temps à autre pour voir si tout va bien. Alors, le personnel, l'équipe professionnelle doit assurer la dispensation et le bon usage du médicament, s'assurer de la bonne compréhension des traitements par le patient. Il participe aux actions de santé publique et contribue au dispositif de sécurité sanitaire, pharmacovigilance, alerte sanitaire.
elle est disponible sans rendez-vous sur la continuité de l'accès aux médicaments. Donc c'est ça le cœur du métier et c'est ça que un personnel bien formé doit faire. Le patient met sa santé entre les mains de l'équipe professionnelle. Il ne faut jamais oublier ça. Vous avez un rôle extrêmement dangereux. Il est noble, mais il est dangereux. C'est Abdelrahim disait tout à l'heure, il ne faut pas faire du mal. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient vous voir que vous êtes obligé de lui délivrer un médicament ou de lui vendre un médicament, comme diraient certains. La chose qu'il faut, c'est toujours dire, et si c'était moi qui étais dans cette situation, comment j'aimerais être traité. Donc, toujours savoir que le patient, il met sa santé entre vos mains. La compétence de toute l'équipe est indispensable, c'est la clé d'une relation durable. Alors la compétence, c'est-à-dire que les gens savent ce qu'ils ont à faire. Pour que les gens sachent ce qu'ils ont à faire, il faut qu'ils soient bien formés. Il est bien évident que la formation ne s'invente pas. Ça passe par des réunions et une bonne documentation à mettre à la place sur place. Donc il faut qu'il y ait des livres, il faut que les gens puissent avoir accès à une documentation soit sur papier, soit électronique. Il faut que le pharmacien s'investisse là-dedans. Il faut qu'il soit conscient que les gens doivent, et lui-même aussi, c'est pas parce qu'il est pharmacien qu'il ne doit pas se former, il doit aussi se former. Et ce que vous faites aussi aujourd'hui, c'est-à-dire ces réunions, ces journées. Donc tout ça, ce sont des éléments de formation et d'information. Et on doit toujours être capable de répondre au questionnement des patients parce que on doit bien maîtriser son métier. Et sans ça, tout ce qu'on raconte ici n'a aucun sens. Alors, je continue sur le conseil. Donc, la dispensation des médicaments est un acte pharmaceutique professionnel. Alors, pourquoi je dis ça comme ça? C'est pour vous dire, ce n'est pas une épicerie. Quelqu'un rentre dans une pharmacie, il vous dit une boîte d'aspégique, je vais aller prendre la boîte d'aspégique, je lui donne de l'aspégique. Ça ne marche pas comme ça. Parce que, imaginez avec moi, c'est quelqu'un qui prend des anticoagulants, Centrum. Vous ne le savez pas, il a peut-être pris dans un autre truc. Donc, tout acte, aussi anodine, aussi simple soit-elle que de délivrer de l'aspirine, cet acte peut avoir des conséquences extrêmement dangereuses. On peut tuer la personne parce qu'on lui a donné de l'aspirine. Et donc, il faut que les gens sachent aussi, quand ils rentrent dans une pharmacie, qu'on leur dispense, qu'on fait quelque chose qui est professionnel, qui a une valeur et qui a une portée, qui a des conséquences qui peuvent être néfastes. Des fois, les gens, ils n'acceptent pas qu'on leur pose des questions. Alors, je préfère perdre ce client-là parce que je ne suis pas là pour vendre ou pour faire des chiffres d'affaires. Je suis dans un service public. Je suis responsable de ce que je fais. Je dois protéger cette personne. Imaginez toujours, et si c'était moi, et si c'était ma famille, et si c'était mes enfants, et si c'était mes parents. Donc, toujours réfléchir à ça. Donc, le conseil à l'information, ça suppose un dialogue, ça suppose de poser des questions aux gens, de les écouter, une écoute attentive, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir demander. Évidemment, il y a façon de demander, de questionner les gens sur leurs antécédents. Il faut pas, c'est pas parce que vous êtes derrière le comptoir que vous avez une autorité que vous allez vous prendre pour des caïds ou des agents d'autorité. C'est d'abord quelqu'un. On ne rentre pas dans une pharmacie ou dans une structure de santé pour le plaisir d'y aller. C'est très important de savoir ça. On y rentre parce que psychologiquement, il y a quelque chose. D'abord, on n'est pas bien. On est malade. On a peur. Moi, j'ai vu des gens au gradé, par exemple, qui viennent au labo, dès que tu es sur l'aiguille, le gars, il a plein de médailles et je le vois trembler. Donc, c'est quoi une aiguille par rapport à des chars ou à des avions de chasse? Mais
c'est l'être humain. L'être humain, quand ça touche sa santé, il est extrêmement fragile. Donc, on doit avoir ce qu'on appelle l'empathie, c'est-à-dire se mettre toujours à la place de l'autre, sentir l'autre. Pourquoi il est venu, de quoi a-t-il envie, comment je dois moi l'écouter, comment je dois lui poser des questions. C'est tout ça ce métier. Alors, l'équipe doit s'assurer de la bonne compréhension du traitement par le patient. Il ne faut pas non plus, quand on explique aux gens, on leur explique c'est des effets secondaires. Je sais les effets secondaires. واش ممكن انت غادي تعرف les effets secondaires تقولها لي هكا ولا كيقول لها 15 درهم اقول لي 300 ريال شنو فيها. دونك الانسان خص ما يبينش ذاك العلم ديال هذاك الشيء ولا يبين بانه il est dans une structure هذاك الشيء عنده هذاك. Il dit n'importe quoi. Les mots doivent avoir un poids et un sens. Et ces mots-là, on ne doit pas les dire comme ça. كل personne كيف ما كانت ناخذوها على قد داك الشيء اللي غادي تفهم. ماشي باسكو جايين بلوز ولا جاي شي حاجه اللي غادي هذاك الشيء 3 fois par jour. تك تك تك. Ça veut rien dire. Puis, etc. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors, l'équipe professionnelle informe sur les mots fréquents, tout rhume, douleur, problème digestif, etc. Je vous ai mis ça pourquoi ? Pour vous dire, il n'est pas question ici de dire chaque fois que quelqu'un répond, on a forcément une solution. Non, vous n'avez pas de solution. Parce que ça peut être des choses très graves. C'est pas parce que le gars a des tachycardies, كيمشي يعطيه ان برودوي باسكو il a vu un cardiologue شي نهار شي اوردونونس il l'a copié عطاها un bêta bloquant ولا عطاها شي حاجه pour baisser le rythme. Non, ça peut être tout simplement de l'acidité digestive qui lui a donné ça. Donc هاد القضيه ديال copier l'ordonnance, faire des symptomatologiques, c'est extrêmement ennuyeux. Donc, c'est extrêmement dangereux, pardon. Mais votre rôle ici, c'est quoi? C'est d'écouter et de diriger les gens vers le bon médecin. Et le bon médecin, c'est d'abord un bon généraliste. C'est un généraliste d'être l'avocat du patient et développer cette culture, justement, de la médecine générale. Parce que pourquoi vous allez envoyer forcément chez un spécialiste qui vous dit qu'il a réellement besoin de ce spécialiste? C'est au généraliste de voir. Et normalement, c'est comme ça. Et notre rôle, je vous ai dit tout à l'heure, le pharmacien ou la pharmacie doit être disponible sans continuité, sans rendez-vous. Justement, notre rôle, c'est un rôle d'éducation. C'est un rôle de conseil. Donc, on est là pour dire aux gens ce qu'il faut faire, comment le faire et où ils doivent aller. Et la culture de la médecine générale doit s'installer dans nos mœurs parce qu'il n'y a que le médecin généraliste qui doit normalement juger si la personne a oui ou non besoin d'un spécialiste. C'est l'avocat du malade. Alors, l'équipe professionnelle s'assure de l'absence des risques d'interaction médicamenteuse de contre-indication. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le gars qui vient demander de l'aspirine, demander d'abord est-ce qu'il n'a pas autre chose. Les antibiotiques, vous savez qu'en notre pays, les antibiotiques, il faut que je vous en parle parce que c'est très important. Les antibiotiques, surtout les traitements minutes, enfin les antibiotiques d'une façon générale, on ne doit pas donner les antibiotiques comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le Maghreb, d'une façon générale, Maroc, Tunisie, Algérie, les malades qui sont transférés en Europe, en France en particulier, pour être soignés, on les met dans des endroits isolés. Vous savez pourquoi? Parce que les gens utilisent tellement d'antibiotiques qu'elles développent ce qu'on appelle les BMR, les bactéries multirésistantes. Donc, parce qu'à force de donner aux gens des médicaments pour un rien, et puis c'est d'abord un antibiotique, vous ne le savez peut-être pas, il faut le bon antibiotique. Pas tous les antibiotiques n'agissent pas tous sur le même genre de bactéries. Les grammes positifs, les grammes moins, cocci, machin, etc. On ne va pas rentrer là-dedans.
Le site, il y a des antibiotiques qui vont s'éliminer davantage dans les urines, d'autres par les voies biliaires. Si vous donnez des trucs qui s'éliminent par voie biliaire, ils ne vont rien faire si c'est une infection. L'observant, c'est-à-dire la période pendant laquelle il doit utiliser ce médicament, la bonne dose qu'il faut. Donc beaucoup de questions, beaucoup de paramètres qu'il faut connaître. C'est des formations, ça ne s'invente pas comme ça. C'est parce qu'un docteur machin, chez واحد كان داز عندكم, il avait une bronchite, قال لي اعطيه لي انكينولين de dernière génération, les gens تقول لي هاك. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'après, c'est nous, en tant que patients d'excès, mais plus en tant que professionnels, qui vont ramasser ces bactéries-là. Et on peut aller avec son enfant pour un petit truc de rien du tout et on se retrouve avec des problèmes extrêmement graves. Donc, il faut toujours savoir qu'un jour ou l'autre, on peut être nous-mêmes victimes de ça. Alors, source de conseil pour les médicaments avec ou sans ordonnance, donc vous savez tout. Après la sienne, hein. Donc la qualité, il faut tout écrire en fait, ça passe par l'écriture. On passe d'une tradition orale à une communication écrite. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas adapter et dire à sa façon, l'autre fait à notre façon. Non, il faut que tout le monde fasse de la même façon. Et donc tout le monde doit écrire, et ce qui ne va pas, la communication écrite. Donc c'est ce qu'on appelle la devise de la qualité. La qualité, la devise de là, tout ce qui est fait doit être écrit. D'accord? C'est les procédures, les modes opératoires. Tout ce qui est écrit doit être fait. Tout ce qui est fait doit être prouvé. C'est-à-dire après, on doit vérifier que chacun fait selon ce qu'on a écrit. Il faut que tout le monde fasse de la même façon et fasse bien, évidemment. Le système documentaire, on a classiquement tendance à dire que c'est une pyramide documentaire. C'est-à-dire tous les documents qu'on peut avoir dans une entreprise qui fait de la qualité. Il faut un manuel de qualité ou de management, des procédures, comment faire telle ou telle chose. Et il y a les modes opératoires, par exemple, si on veut faire une préparation à base d'eau, l'eau oxygénée, etc., on va mettre les quantités. Les enregistrements, c'est-à-dire tout ce qui prouve qu'on a fait ce qu'il fallait faire, et l'inspection aussi pour demander ce genre de documents. Et chez nous, alors, j'ai repris ça sur la fausse santé des janvier, mais comme c'est Abdrahim Draji, ça, je ne sais même pas si je dois lire ça, je te laisse lire. Hein. Vas-y, c'est Abdrahim. Hein? C'est un bonheur de voir l'auteur devant soi. Donc c'est beau. Hein? Vas-y, je te laisse lire. Je l'ai déjà oublié. Non, mais reprends-le parce que je crois que c'est ça en dit long. Moi, j'ai plus voulu, parce que quand j'ai lu ça, je dis il n'y a plus rien à rajouter. Et que mec, il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Donc, vas-y, tu es le Dieu de la... je vais dire. De l'information. Bien que les pharmaciens d'officine marocains semblent avoir d'autres soucis qui risquent d'impacter lourdement la viabilité de leur pharmacie, ils doivent également commencer à se pencher sérieusement sur la qualité de l'exercice officinal afin de le dépouiller de ses travers et répondre au mieux aux attentes des patients dont les exigences augmentent de jour en jour. Car aujourd'hui, le monopole du pharmacien d'officine est attaqué de toutes parts et certains remettent en cause le rôle même du pharmacien d'officine dans la prise en charge des patients. Ce dernier doit donc régulièrement justifier son rôle et quantifier son apport. Et pour cela, l'adoption des bonnes pratiques officinales et des certifications constitue la réponse la plus adéquate à tous ces détracteurs. Voilà, merci. En fait, ce que veut dire c'est Abdrahim, si je peux me permettre, je parle sous ton contrôle évidemment, c'est que le pharmacien n'est utile que par le rôle qu'il joue.
C'est vrai qu'il y a des problèmes de viabilité, de rendement, de trucs. Les gens ils s'installent n'importe où, etc. Une station de service, il y a une pharmacie, on se demande qu'est-ce qu'il va faire là-dedans. Même une épicerie, on mange tout le temps, n'a pas d'utilité, alors que dire d'une pharmacie. Mais il dit que, enfin c'est ce que j'ai compris, hein, tu me diras si j'ai bien compris ou pas, si j'ai bien saisi, c'est que nous n'existons que par rapport au rôle que nous jouons. Si le public, monsieur tout le monde, se rend compte et est conscient que le pharmacien joue un rôle, il est utile à la société, il est utile au système de soins, ok, marhaba, qu'il prenne sa marge ou s'il a des problèmes, on peut le soutenir. Mais si c'est juste un rôle de je tends une boîte et je prends de l'argent, je veux dire, n'importe quel supermarché peut faire ça. Hein. On n'a pas besoin d'un pharmacien, on n'a pas besoin d'autant d'études, on n'a pas besoin de tout ce cinéma pour donner de l'argent à quelqu'un qui ne le mérite pas, en fait. Alors, en conclusion, l'amélioration de la qualité, c'est l'amélioration du fonctionnement de la pharmacie. C'est une consolidation de la notoriété. Donc, on sait que de telle pharmacie, on fait tout ce qu'il faut, on a le bon médicament. On veille à ce que, par exemple, si c'est les vaccins, ils arrivent, on a respecté la chaîne de froid, ils n'ont pas que des vaccins qui traînent. On peut y trouver des médicaments rentables ou pas rentables, parce que les vaccins, il y a beaucoup de pharmacies qui ne le font pas, parce qu'après, il faut les jeter à la poubelle, on ne peut pas les rendre. Donc, on ne fait pas toujours que ce qui présente un profit, mais on fait des choses parce qu'on est obligé de le faire, parce que c'est un service public. On doit prendre le bon et le mauvais, parce que l'obligation du métier fait qu'on doit rendre service à tout le monde. Diminution du coût, si on fait la bonne qualité. Donc, la marge, je parlais des périmés qu'on jette, etc. L'amélioration de la performance. Si les clients sont satisfaits, ils sont fidèles. S'ils sont fidèles, il va y en avoir de plus en plus. Donc, on augmente les ventes. C'est finalement toute entreprise, c'est ce qu'il veut, c'est gagner de l'argent, augmenter les ventes. Et on augmente des parts de marché, c'est comme ça. Donc, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas la peine de faire des remises. Combien de fois on arrive chez nous à la pharmacie, vous ne faites pas la remise. Mais pourquoi on va faire la remise? Hein? Déjà, quand on gère bien, la marge nette, elle est de 12%. Si je te fais 10%, je gagne quoi, moi? Avec quoi je vais payer mes employés? Donc, il faut savoir que ce n'est pas le prix qui est important, c'est la qualité du service. Le système qualité, c'est un peu comme un bateau. Donc, un voilier, un bateau, n'importe. Le capitaine, c'est le pharmacien. Le second, c'est le principal, c'est le préparateur. Tout le monde doit adhérer. Le pilote, c'est le système de qualité qu'on a vu. Le CAP, c'est le plan qualité. Et le GPS, c'est la documentation. Donc ça vous résume que ce n'est tout élément dont on a parlé jusqu'à maintenant à son importance capitale. Merci. Vos questions? Merci, Pardon, Lahirguil.